Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Noah pour ce nouveau numéro de 20h le rattrapage. Comme chaque samedi soir, un invité pour nous accompagner. Bonsoir Pierre Lemar. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Merci à vous. Vous êtes référent à l'UNEF de la Gironde, l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF de Bordeaux, pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous serons ensemble pendant une demi-heure et nous allons parcourir l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une actualité marquée depuis la semaine dernière déjà par la rentrée des étudiants. Vous avez vous-même fait votre rentrée en licence de langue. Comment est-ce que ça s'est passé ? Écoute, c'est un immense soulagement pour l'étudiant que je suis de pouvoir retourner dans une classe en présentiel. Certes, un amphi qui peut être surchauffé de temps en temps, mais en raison du climat, des températures actuelles. Mais c'est toujours mieux que de se retrouver devant pendant un an et demi, devant un écran. Tout à fait. Donc un véritable soulagement, non pas seulement pour moi, mais pour évidemment énormément de personnes. Alors j'imagine que pour les étudiants, c'est beaucoup de plaisir de retourner à la fac, sur les bancs de l'amphi. Alors avant de poursuivre avec vous sur cette thématique, je vous propose de regarder un premier reportage tourné à Pau. Pau qui est d'ailleurs championne de France des villes moyennes où il fait bon étudier, d'après le récent classement de l'étudiant. On regarde. Une véritable ruche, les 9000 étudiants du campus palois sont de nouveau dans les allées de l'université. À l'heure du déjeuner, beaucoup de sourires, des moments de partage. La vie étudiante a repris son cours au grand bonheur de tous. C'était toujours mieux qu'à la maison parce que voilà, la maison c'est long, c'est chiant quand même parce que voilà, on s'ennuie, là on retrouve les copains, on est heureux, on peut enfin rejouer à la pétanque, tout ça, repartir au bar, on est heureux oui, de repartir ici. Moi je l'aborde beaucoup mieux que l'année dernière, donc je suis beaucoup plus sereine, etc. Et puis en plus je suis contente d'être là oui, et en cours et j'espère que ça va durer. Et être étudiant à Pau, c'est plutôt sympa. C'est en tous les cas ce qu'a publié hier la revue L'Étudiant. Pau est en tête au classement des meilleures villes étudiantes de taille moyenne. Une récompense qui réjouit, en cette période de rentrée, la direction de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ça montre aussi que les études d'enseignement supérieur, ça n'est pas que dans les grandes métropoles régionales. On peut faire d'excellentes études dans des villes moyennes, dans des territoires qui sont semi-urbains. C'est le résultat aussi de collaboration avec les collectivités territoriales. Face au contexte sanitaire, cette rentrée est aussi celle de toutes les attentions. En plus de la campagne de vaccination proposée la semaine dernière, de nombreuses aides seront à disposition des étudiants toute l'année. Nous avons des paniers solidaires, des paniers de légumes qui nous sont donnés généreusement par les producteurs locaux. Donc sur inscription de la part des étudiants, nous avons un atelier vélo par exemple, c'est-à-dire les étudiants peuvent venir faire réparer leur vélo le jeudi après-midi. Enfin, une rentrée pour se projeter dans le futur, rénovation de façades, de halls, construction de laboratoires de recherche. Pour permettre sa modernisation, l'UPP a fait SAMU. Un ensemble de travaux sont programmés pour les mois à venir. Et autre ville moyenne où il fait bon étudier, La Rochelle, qui est arrivée en 3e position du classement l'étudiant. Alors vous, Pierre Lemar, ce n'est pas une commune à taille humaine que vous avez choisie pour vos études. Vous êtes à Bordeaux, ville très attractive qui propose un large panel de formation, mais c'est aussi la 3e ville la plus chère de France. C'est ça d'après le classement de l'UNEF. Tout à fait. Du coup, à Bordeaux, effectivement, le coût moyen par mois pour un étudiant est de 1010 € par mois. C'est énorme. Donc, tout à fait, c'est quelque chose qui est très élevé. Donc, quelque chose que pour les étudiants les plus précaires, la bourse ne suffit pas à compenser, obligeant parfois à se salarier, ce qui peut être parfois extrêmement compliqué. De gérer le job plus les études. C'est ça, de gérer le job et les études. Mais également à côté, j'ai des amis qui m'ont pu me raconter ça, certaines entreprises, qui peuvent, parfois même des grandes entreprises, qui peuvent vous mettre à pied comme ça du jour au lendemain, en raison, soi-disant, de l'épidémie. Et cela est prouvé. Donc, c'est quelque chose qui, pour le moment, risque d'être très compliqué pour beaucoup de personnes. Vous dites que les bourses ne suffisent pas. Il s'élève à combien le montant maximum de bourses Donc, actuellement, le montant maximum, il s'agit de l'échelon 7.
L'échelon 7, actuellement, il est, si je ne dis pas de bêtises, de 7 400 € par an. D'accord, donc c'est très peu. Si on doit débourser plus de 1 000 € pour vivre chaque mois, c'est difficile de rentrer tous ces frais. Oui, tout à fait déjà. Donc il y a cela, il y a le loyer, il y a surtout la nourriture. Même s'il y a de nombreuses associations qui ont pu mettre en place des distributions alimentaires. Il y a eu le restaurant universitaire 1 € qui a été mis en place, puis qui a été supprimé pour les étudiants non boursiers. Et effectivement, il y a aussi le problème de la bourse, qui actuellement, il y a les critères d'attribution de la bourse qui n'ont pas été revus depuis extrêmement longtemps, non pas uniquement en termes de montant, mais en termes de personnes visées. C'est depuis de nombreuses années. Il n'y a pas eu de réforme. Il y a aussi la question des... Je voudrais juste qu'on dise un mot sur la question des transports, où à Bordeaux, en fait, le prix est en augmentation incessante. Par exemple, je prends l'exemple de Bordeaux, mais... Une augmentation, oui, je confirme, de 3,4%. Ça fait donc chaque année depuis 3 ans, oui. Donc, en raison de la délégation de services publics entre Keolis et la métropole de Bordeaux. Ce qui provoque une augmentation, même si, depuis peu, la métropole de Bordeaux va mettre en place une tarification solidaire, notamment pour les personnes les plus précaires, allant jusqu'à la gratuité pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec des seuils qui vont être, progressifs, même si, à nos yeux, ça n'est par rapport à d'autres villes, ça n'est toujours pas assez. Mais il y a des choses qui bougent. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Le premier poste de dépense des étudiants, c'est le loyer. Bordeaux, on l'a dit, est l'une des villes les plus chères de France et c'est souvent un casse-tête pour trouver un appartement. Vous me le confirmez. Oui. Alors toutefois, il existe certaines astuces pour faire baisser les loyers. Pierre Le Mans se retrouve juste après ce reportage. Colocation dans un nouveau quartier de Bordeaux avec tramway à proximité. Une offre que le père de Margot ne pouvait pas manquer. C'est lui qui fait l'état des lieux d'entrée. Sa fille est en cours. Elle partagera ce T4 avec une autre étudiante de son école. Très rassurant parce que Margot, c'est donc sa première année. Et Océane, c'est sa 4e année, elle rentre dans sa 4e année. Donc elle va sûrement l'épauler. C'est ce qu'elle nous a proposé, très gentiment. Rassurant et surtout très bon marché, 310 €, charges comprises. Maya sera la 3e colocataire, ravie de ce très bon plan. J'ai vu aucun autre appartement comme ça en fait. Avec ce prix-là, je ne pensais pas avoir aussi bien, donc je suis très contente d'avoir trouvé. Grâce à un partenariat avec les bailleurs sociaux, l'association La Clé propose une trentaine de colocations à un loyer très modéré sur la métropole bordelaise. Près de 80% des étudiants sont éligibles. Soit on est dépendant fiscalement du foyer fiscal de ses parents, auquel cas il faut que les parents puissent être éligibles, soit on a sa propre déclaration, où on prévoit de la faire, auquel cas on est étudiant, on a un petit job, voire pas du tout, donc on est forcément, indubitablement éligible au logement social. Dans ce quartier chic de Bordeaux, Georges, lui, met à disposition une chambre dans son grand appartement. Son ancienne colocataire est partie après 2 ans. Il espère retrouver une présence réconfortante. Je me sens moins seul, d'une part. Et puis quand on sait que quelqu'un va rentrer le soir, partager le repas, c'est quand même plus agréable que de manger seul devant son assiette. Pas d'obligation pour le jeune, sinon un minimum de présence et une participation comprise entre 100 et 250 €. L'association Vivre avec recherche le bon binôme. C'est vraiment un lien entre 2 personnes en fait. Il y en a qui vont trouver un substitut de grands-parents, d'autres qui vont avoir une amitié très forte et d'autres qui vont être très cordiales, mais parce qu'ils seront moins partagés, mais il n'y a pas de règle. Une cohabitation entre seniors et jeunes, comme un pied de nez, autant qui les sépare. Pierre Le Mans, une réaction là sur ce reportage. Il y a quand même des solutions qui existent pour se loger moins cher dans l'une des villes les plus chères de France. Tout à fait, ça peut être... ici, on a pu voir le cas de ce contrat de génération, qui peut effectivement être quelque chose, un partage gagnant-gagnant. À la fois gagnant pour ces personnes âgées, ces retraités. Qui reçoivent des étudiants. Qui reçoivent des étudiants, qui peuvent recevoir un petit coup de pouce, qui surtout d'ici les prochaines années, pour les prochains retraités avec la réforme des retraites, risque d'être indispensable pour eux. Mais également pour l'étudiant qui va pouvoir payer moins cher son loyer dans une ville où le loyer est supérieur à 500 € par mois en moyenne. Vous, à l'UNEF, vous demandez
une réforme encore des APL. Les APL, on vient juste d'être réformés, justement. En fait, le calcul a changé, c'est ça, et donc certains étudiants se retrouvent perdants. C'est ça, il s'agit d'une réforme des APL à la baisse. Plus de 20% des personnes qui touchaient des APL les années précédentes, avec cette réforme, tout simplement n'en touchent même pas seulement moins, mais n'en touchent plus. Or, on considère que, à la fois, non pas seulement avoir un appartement, pouvoir vivre le plus près possible de son université, pour pouvoir éviter de passer parfois depuis le domicile de sa famille, ou simplement, si on peut être étranger, si on habite dans une autre région, pouvoir vivre dans une habitation, dans un appartement, avoir un domicile tout court, doit être un droit. Le droit au logement, c'est un des droits les plus essentiels pour l'être humain et les êtres humains que nous sommes. Bien sûr. Et pour se meubler aussi, il y a cette problématique. Une fois qu'on a trouvé un logement, il faut bien mettre des meubles à l'intérieur. Je vous propose de regarder ces quelques images-là qui vont s'afficher sur cette initiative. C'était dimanche dernier à Bordeaux. L'association Eturecup organisait sa brocante annuelle sur le campus universitaire de Pessac. Alors je vous propose d'écouter une étudiante qui est venue profiter de ces bonnes affaires. C'est très court. Ici, en plus, c'est vraiment pour les étudiants, donc normalement. Donc, il y avait plus moyen de trouver quelque chose du coup qui sûrement a déjà servi et du coup c'est bien aussi. Et du coup qui pourrait éventuellement me plaire parce que je pense qu'il y a pas mal de choix. C'est vrai, il y a pas mal de choix. Pierre Lemay, vous y étiez vous aussi ? Pas encore là pour le moment, je n'ai pas eu encore le temps d'y passer pour le moment, mais... Effectivement, c'est une initiative qui est indispensable pour beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, à la fois pour l'habillement, l'ameublement, pour pouvoir trouver plein de choses nécessaires à notre vie quotidienne. Et là, pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps d'y passer. J'ai un planning qui peut être parfois assez rempli, mais... Entre les cours, il faut se meubler, il y a toujours plein de choses à faire. Tout à l'heure, vous me parliez de ces repas à 1 €, parce que bon, c'est bien beau d'acheter des meubles. Alors, il faut l'appartement, il faut acheter des meubles, il faut les remplir, ces meubles, avec de la nourriture. Où est-ce qu'on nous en sommes aujourd'hui de ces repas à 1 € qui avaient été mis en place pendant le confinement ? Donc ces repas à 1 € ont été mis en place en premier lieu en septembre 2020 pour les étudiantes et les étudiants touchant une bourse. Puis en janvier 2021 pour tous les étudiants qui peuvent aller dans un restaurant universitaire. Où à l'époque on recevait, emportait un panier repas, c'était assez rare d'aller dans des universités, on pouvait manger à l'intérieur du restaurant en raison des conditions sanitaires. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui de ces repas ? En juillet 2021, Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a retiré ce repas à 1 € pour les étudiants non boursiers. Or, on sait bien que être étudiant non boursier, ça ne veut pas dire être un étudiant non précaire. Plus particulièrement avec le critère d'attribution des bourses aujourd'hui qui est actuellement totalement daté. Donc, c'est pas pour le moment, c'est pas l'ascenseur social qui monte vers l'eau, c'est l'ascenseur social en marche vers le sous-sol. Et on se souvient justement de ces longues files d'attente d'étudiants l'an dernier devant les Restos du Cœur aussi, par exemple, avant que les repas à 1 € soient mis en place par le gouvernement. Beaucoup étaient en situation de détresse financière suite à la perte de leur job étudiant en raison de la crise sanitaire. En cette rentrée, de nombreuses offres sont à pourvoir. En Gironde, à Saint-André de Cubzac, il y avait du monde mardi au Forum de l'Emploi. Pierre Lemay, votre réaction juste après ce reportage. Vous choisissez les métiers sur lesquels vous souhaitez qu'on vous fasse des propositions de mission. À l'image de Jessica Tourteau, ce sont quelques 200 demandeurs d'emploi qui sont venus tenter leur chance auprès de 32 agences d'intérim. Je recherche du travail en tant que secrétaire assistante médico-sociale. Moi, je cherche un poste de responsable d'exploitation. Je suis issu du transport. L'engouement est de mise aussi pour Mathilde, 18 ans, même si elle n'a pas réussi à avoir l'école de son choix sur Parcoursup. Elle est venue trouver avec sa grand-mère un emploi temporaire. Je suis juste venue accompagner ma petite fille qui a quelques problèmes, donc elle voudrait quand même essayer de trouver un boulot. Mon but étant d'économiser pour pouvoir me payer ensuite mes études d'infirmière. Et des postes, il y en a à Saint-André de Cubzac. Ces agences sont d'ailleurs là pour faire correspondre l'offre à la demande. Pas mal dans le bâtiment, dans les travaux publics, l'industrie. On recherche franchement dans tous les secteurs. J'ai déjà déposé 3 CV, là c'est mon 4e. Donc voilà, j'ai rendez-vous demain à 9h30 dans une boîte d'intérim.
Donc je suis satisfait. Ce forum est le premier qui se tient depuis le début de la crise sanitaire, le premier d'une série de 4 prévus d'ici 2022. Ce qu'on a vu, c'est que la crise sanitaire a réinterrogé les jeunes, voire les moins jeunes, sur leur carrière professionnelle ou sur leur vocation. L'intérim, ça permet d'essayer sans s'engager auprès d'une entreprise. Cette agence d'intérim a déjà réussi à placer une jeune en CDD chez ce charcutier traiteur qui est encore en recherche d'une autre salariée. Là, on est pour remplacer un poste pour un congé maternité. Et oui, après on recherche, oui bien sûr. Oui. Après une période difficile, l'intérim semble reprendre quelques couleurs sur le front de l'emploi. Alors pour la petite histoire, la jeune fille qu'on a vue en interview a obtenu son bac avec mention en juillet dernier, mais elle se retrouve sans affectation. Est-ce qu'ils sont nombreux, les nouveaux bacheliers dans ce cas-là ? Beaucoup trop de personnes. Là, pour le moment, je n'ai pas un chiffre exact en tête, mais c'est très proche de 100 000. L'année dernière, ça dépassait les 100 000. Actuellement, c'est très très proche de 100 000. À l'UNEF, vous avez mis en ligne une plateforme SOS Inscription. C'est là où vous recevez directement des témoignages ou vous recevez des appels à l'aide surtout ? Tout à fait. On a des sollicitations qui sont incessantes, y compris après la rentrée. Il peut y avoir des rentrées tardives, des étudiants, ce que l'on appelle des étudiants sans fac, qui sont plusieurs milliers cette année à la rentrée. Donc, il est très important de pouvoir les inscrire pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc, pour qu'ils puissent s'inscrire à l'université et suivre les cours comme tout le monde. Il faut savoir qu'étudier est un droit, doit rester un droit et ne sera, on l'espère, jamais un privilège. Et on a vu l'exemple de cette jeune bachelière, mais vous me dites que les bacheliers ne sont pas les seuls dans cette situation. Il y a plein d'étudiants aussi qui étaient en licence qui n'ont pas réussi à trouver de master. Pourquoi ? Puisqu'actuellement, nous nous retrouvons face à deux mécanismes. De un, la sélection à l'entrée au master, qui pose, on va dire, de gros problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé l'année dernière leur licence 3 devant un écran. Et certaines universités, parfois refusent des masters, y compris au-delà de leurs critères d'attribution, alors qu'il peut rester encore de la place. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose, un diplôme passé pendant le confinement, une licence obtenue l'année dernière, par exemple ? On va avoir le même champ de connaissances que tout le monde. Après, le problème, c'est que devant un écran, on peut tomber sur diverses problématiques qui peuvent nous empêcher, on va dire, de pouvoir avoir nos études dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, je vais vous sortir une anecdote. L'année dernière, nous avions eu nos examens du premier semestre qui se sont passés en décembre. En décembre, il y a plusieurs étudiants qui étaient rentrés chez leurs parents pour le deuxième confinement, notamment dans le département des Landes. Un immense orage a éclaté pile au moment où nous avons nos examens passés. Cela a privé certaines personnes d'électricité et d'Internet pendant 3 jours. Et là, comment on fait ? Ces personnes sont passées après ensuite en rattrapage, sauf qu'elles n'avaient pas du coup de seconde session, enfin de troisième session après, pas de seconde chance. C'était ça ou rien. Alors, en tout cas, il y a une petite victoire cette année pour les étudiants, c'est le retour en présentiel. Présentiel, oui, mais toujours avec la menace de l'épidémie. Alors, avant de revenir sur le protocole sanitaire qui a été mis en place dans les universités, on va prendre la direction de Chaniers, en Charente-Maritime, où vous allez le voir, toute une école maternelle a dû fermer ses portes suite à la détection de plusieurs cas. Enfin, presque, seuls 6 élèves ont pu être accueillis. Ce matin, seuls 6 enfants sur les 110 inscrits en maternelle étaient autorisés à aller à l'école. Il y a eu des tests faits vendredi à l'école où ils ont dû cracher dans un bocal, simplement. Et puis on a reçu les résultats. Chaque parent a reçu un résultat par mail ce week-end. Ça vous inquiète pas trop ? Non, pas plus que ça, parce que de toute façon, il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Ouais. Mais elle n'est pas atteinte, donc ça va. La faute au Covid. Mardi dernier, 2 élèves de petite section ont été testés positifs. Tout est allé très vite. Vendredi, une campagne de tests salivaires est réalisée pour l'ensemble du groupe scolaire. Les tests salivaires ont été proposés à tous les enfants vendredi matin. Une grosse partie des parents a donné son autorisation. Pour le moment, on n'a pas trop d'enfants d'élémentaire qui sont revenus positifs. On en a même très très peu. Il y a une classe d'élémentaire qui est fermée parce qu'il y avait un cas avéré, mais c'était avant les tests salivaires. Face à ces cas positifs et au risque de prolifération, la maternelle et une classe de CE2 ont été fermées. Ce matin, les parents d'élèves prenaient les choses avec philosophie, comme Clément, directement concerné. L'un de ses 2 enfants est à la maison, en quarantaine. J'ai de la chance parce que
Moi, actuellement, là, je travaille pas, donc ça tombe à pic. Ouais. Donc, mais c'est vrai que j'aurais pu, si j'étais au travail, ça aurait été plus compliqué, évidemment, comme pour les autres parents aussi, j'imagine que ça l'est actuellement, un peu pour tout le monde, quoi, on va dire. Un retour à la normale pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine si aucun cas de Covid est détecté chez d'autres élèves, ici à Chaniers. En France, un peu plus de 3000 classes sont aujourd'hui fermées à cause de l'épidémie. Alors je précise que le protocole qui s'applique aux universités est le même que dans les collèges et les lycées. S'il y a un cas positif dans un groupe d'élèves, seuls les non vaccinés sont contraints à l'isolement pendant 7 jours. Est-ce que pour vous, les étudiants, il y a cette inquiétude quand même qui plane, qu'on revienne peut-être à une année similaire à celle que vous avez vécue l'année dernière ? D'un côté, il y a un signe qui est extrêmement rassurant, c'est que de très nombreux étudiantes et étudiants désirent se faire vacciner ou se sont déjà fait vacciner. Vous, c'est votre cas, vous avez reçu vos 2 doses. Tout à fait. Mais donc déjà, il y a ça. Mais de l'autre côté, oui. Il faut et j'encourage, de mon point de vue personnel et du point de vue de tout le monde, de se faire vacciner. On va dire que c'est la manière la plus efficace de pouvoir sortir de cette pandémie. Donc pour le moment, sans avoir à commenter diverses choses comme par exemple le pass sanitaire ou quoi que ce soit, où on peut avoir des avis divergents, vaccinez-vous. Toutes et tous, vaccinez-vous. C'est entendu. Alors Pierre Lema, vous le savez, cette émission a pour but de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine dans notre région. Alors on va s'éloigner un instant de votre domaine de compétences, mais vous restez bien évidemment avec nous. On va regarder cette image, celle de la mobilisation du personnel soignant à l'appel de la CGT Santé. Ils étaient quelques-uns à se mobiliser encore cette semaine contre l'obligation vaccinale entrée en vigueur mercredi. Les soignants ont jusqu'au 15 octobre désormais pour être totalement vaccinés sous peine de suspension. D'après l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, 95% des professionnels libéraux et 90% des personnels d'EHPAD ont reçu au moins une dose. Et les EHPAD, justement, dans ces établissements, la campagne de rappel vaccinal a démarré lundi. Les résidents vaccinés depuis plus de 6 mois commencent à recevoir leur 3e injection. C'était par exemple le cas à Panzol, près de Limoges. 55 résidents à vacciner aujourd'hui. Bonjour Madame Fa. L'équipe médicale est rodée, entre explications, recueil des consentements et organisation des piqûres. De leur côté, les patients sont résignés et pas vraiment inquiets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va. Mais enfin, j'espère que ça va être efficace. On vous offre ça et il faut vous le faire. Hein. Moi, j'ai toujours été pour toutes ces choses-là. Cette 3e dose de rappel est injectée 6 mois après la précédente. Elle doit renforcer l'immunité des plus fragiles. Selon la Haute Autorité de Santé, l'efficacité du vaccin baisse avec le temps, surtout face au variant Delta. La réponse vaccinale est moins bonne que chez les plus jeunes. Par exemple, sur les 2 premières doses, on peut considérer qu'il n'y a que 85% des personnes qui ont été totalement vaccinées. Donc cela veut dire que 15% n'ont pas une optimisation de leur vaccin. C'est d'ailleurs ceux-là qui sont les plus fragiles et qui risquent d'attraper la maladie. Et pour tous, la vaccination représente surtout l'espoir de sortir d'une situation qui devient pesante. Je crois qu'ils en ont marre de cet isolement, de porter des masques, de moins voir leur famille aussi. Donc, parce qu'il y a toujours des horaires. La 3e dose de rappel est officiellement recommandée pour tous les plus de 65 ans. Cela représente près d'1 tiers de la population en Limousin. On poursuit Pierre Lema avec cette autre actualité, l'ouverture lundi du procès d'Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien chargé de mission de l'Élysée comparé pour les violences commises en marge de la manifestation parisienne du 1er mai. Il devra aussi s'expliquer sur l'affaire du selfie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pris avec une arme dans un restaurant de Poitiers, arme pour laquelle il n'avait pas de permis. On retourne sur ces faits avec ce reportage. Un selfie en fin de soirée, Alexandre Benalla pose, pistolet en main, faisant mine de menacer une jeune serveuse. C'est entre autres cette photo prise le 28 avril 2017 dans un restaurant Poitevin et révélée plus tard par Mediapart, qui conduit cet ancien proche du président Macron devant les juges. À l'époque, le père de la jeune fille s'était dit choqué. Là, elle a un sourire presque limite radieux pour la photo. Donc elle ne se doute pas sur la photo qu'elle a effectivement quelque chose qui est pointé derrière sa tête. Puisque je la connais un petit peu quand même, elle est anti-arme et tout ça. Donc si elle avait même su qu'il y avait une arme derrière sa tête, elle aurait eu un sourire crispé. Elle n'aurait pas eu ce sourire-là qu'elle a sur la photo.
Depuis en septembre 2018, Alexandre Benalla a dû expliquer son geste devant la commission des lois au Sénat. Après avoir crié au photomontage, il parle de pistolet à eau avant finalement d'admettre être en possession d'une arme, mais bien plus tard. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. Le pistolet était-il factice ou pas? Au moment des faits, en avril 2017, Benalla n'était pas autorisé à porter une arme, encore moins à en faire usage en public. Ce permis ne lui sera délivré que dans un second temps. Cet homme a tout fait du début de l'ère Macron et poursuivi pour détention et port d'armes illégales. Bon, sans transition, Pierre Lemay, est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce week-end? Pour le moment, il y a effectivement les journées européennes du patrimoine. Eh bien, exactement. C'est justement de ça que j'allais vous parler. Donc, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des édifices, d'arpenter les rues des villes de notre région. On va aller à Périgueux, vous connaissez puisque votre famille est originaire de Nontron. Je vous propose donc d'aller en Dordogne à la découverte, à la rencontre de cet auteur qui se passionne à raconter la ville. Comme en équilibre sur l'ancienne fortification. Cet esquif est l'un des derniers vestiges médiévaux. Il dominait alors la rivière qui passait juste à ses pieds. Il est appelé le Vieux Moulin et c'est un faux moulin. Le rôle était de surveiller la rivière et en même temps de surveiller aussi le moulin, la jetée d'un moulin qu'il y avait en amont qui s'appelait le moulin de Saint-Front. D'où cette erreur finalement de vocabulaire. Ce petit bout d'histoire fait partie d'une trentaine d'autres sélectionnées par Martine Balloux pour ses chroniques du patrimoine. Un travail qui rassemble des décors et des lieux comme autant de ponts vers le passé. Cela part toujours d'un décor, d'un regard. Là, ce sont les jambes de cet esquif. Ce sera une ferronnerie, ce sera une plaque mémoriale, ce sera une sculpture, de façon à intriguer, à attirer le regard. Au-delà des vestiges médiévaux, les rues de la ville regorgent des traces d'un passé bien plus récent, comme les 4 fontaines Wallace que compte le centre historique, ou la plaque de l'ancienne distillerie La Messine, une liqueur périgourdine très tendance au XIXe siècle. Il y a une architecture à travers les âges très importante qui va, on pourrait dire, l'histoire de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Nous sommes en présence avec l'hôpital d'une architecture art déco avec cette forme courbe qui fait penser au Trocadéro. Et il est vraiment dans le paysage, ce repère, on le voit de partout. Loin de l'actualité sanitaire, cet hôpital mérite aussi d'être reconnu comme un véritable phare dans le paysage urbain et un témoin bien vivant de l'architecture d'après-guerre. Les dernières images avant de se quitter, celle du Poids-de-Vin. Philippe Croizon, mercredi, le célèbre sportif était à Cap Canaveral en Floride où il a assisté au décollage de la fusée SpaceX. À son bord, 4 touristes en route pour l'espace. Philippe Croizon espère lui aussi pouvoir vivre une telle expérience. Un mot là-dessus, je crois que vous, ça vous dit pas grand-chose, hein, ce voyage dans l'espace. Certes, il s'agit d'un grand pas pour la technologie, enfin d'un petit pas pour la technologie, et le mais qui s'impose, c'est un grand pas vers la pollution et l'urgence climatique. Pour quelques touristes, effectivement, disposant d'une très très grosse fortune dans leur portefeuille, on va en quelques minutes, le temps de quelques minutes, provoquer la pollution, la même pollution que 500 allers-retours Paris-New York, chargés chacun de 400 passagers en moyenne. Donc, et déjà, un aller-retour Paris-New York, ça pollue énormément. Donc imaginons en quelques minutes ce que cela peut faire. Donc pour vous, c'est pas vraiment dans l'air du temps? Tout à fait. Il faudrait plutôt réfléchir à la transition écologique et comment surtout bien la faire. Merci beaucoup Pierre Lemay, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, donc vous êtes le référent de l'UNEF Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. En attendant, passez une belle soirée, un bon dimanche sur Noah.